Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon métier, d'un aspect de mon métier qui est le management de la créativité. Alors, management, créativité, ça semble un peu oxymorique peut-être pour certains, et en fait pas du tout. Il faut savoir que la créativité en entreprise, ça se gère au niveau corporate, au niveau de l'organisation, ça se gère au niveau des groupes de personnes, et ça se gère aussi au niveau des individus, et c'est de ça dont on va parler. Alors, j'aimerais commencer cette intervention avec moi aussi un petit clin d'œil au thème de ce TEDx. L'essentiel est invisible, avec ce petit clin d'œil donc au Petit Prince d'Antoine Saint-Exupéry. Je ne sais pas si c'est bien lisible. Donc, mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Voilà, donc un livre magnifique qui parle de créativité, qui parle d'innovation, qui parle d'imagination. Et justement, créativité et innovation, ce sont des termes qu'on a un petit peu tendance à confondre. Et je vous propose deux petites définitions de ces deux termes que l'on doit à Luc de Brabander. La première définition sur la créativité est la capacité à changer sa perception du réel, alors que l'innovation est la capacité à changer le réel. Donc ce qu'il faut comprendre tout de suite, c'est que la créativité, c'est une pensée, c'est un insight, c'est un concept, et que l'innovation, c'est une action. Voilà. Donc perception, le mot est lâché. La perception, c'est quelque chose qui se passe dans notre cerveau. Alors les neurosciences, on a un petit peu parlé tout à l'heure de neurosciences, on fait beaucoup de progrès ces dernières années. On sait aujourd'hui un peu mieux comment ça fonctionne dans notre cerveau, et donc la pensée est un processus en deux temps. Tout d'abord, la perception, on reçoit des informations avec nos 5 sens. Ces informations sont ensuite encodées dans le cerveau qui va, et j'aime beaucoup cette petite phrase, donner du sens à ce que captent nos sens. Et donc, on va emmagasiner une information qui correspond à une information que l'on connaît déjà. C'est le premier temps de la pensée. Le deuxième temps étant le raisonnement. On va ensuite utiliser cette information en fonction du codage qu'on a adopté. Et comme on a des expériences de vie différentes, eh bien on n'a pas les mêmes bases de données dans la tête et on se retrouve parfois avec des situations qui ressemblent à celle-ci où on ne voit pas la même chose, on ne perçoit pas la même chose. Situation typique de la vie courante, particulièrement en entreprise où mais non, tu vois bien que c'est ça, mais non, regarde, c'est ça. Et tout le monde a raison puisque c'est une histoire de perspective. Perception toujours, rendre le visible invisible. Tout le monde connaît le logo Carrefour, mais tout le monde n'a peut-être pas remarqué qu'il y a un C dans ce logo. Alors je l'ai repassé en noir pour qu'on puisse le voir. Pour revenir, je crois que c'est ça. Voilà. Et donc ici, il est tout à fait plus lisible maintenant qu'on l'a vu dans cette réserve. Idem pour le logo FedEx, qui contient un signe, une flèche, peut-être vous ne voyez pas très bien, à tel point que pour une filiale, ils l'ont mis en beaucoup plus clair. Et même chose, ici elle devient tout à fait lisible. Voilà. Donc la perception est la première des qualités créatives, mais ce n'est pas la seule. Il y en a d'autres. Une équipe de chercheurs de l'université Paris-Descartes a étudié ce qu'ils ont appelé des hauts potentiels créatifs. Donc, chercheurs, inventeurs, designers, publicitaires, ils ont étudié pendant plusieurs années pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait dans leur cerveau, comment ces personnes créatives réfléchissaient, et ils ont identifié 10 caractéristiques spécifiques de ces personnes dites à haut potentiel créatif. Je vous propose de les découvrir. La première de ces qualités est la pensée divergente. La pensée divergente, c'est la capacité à partir d'un stimulus unique, de pouvoir produire un nombre ouvert, multiple de réponses. Alors ça, c'est une vieille mesure de la créativité qui date même des années 40 aux États-Unis, qui avait été faite au départ avec des enfants. Vous avez réuni des enfants de 6 ans et leur avez donné un trombone
trombone à papier, il leur avait laissé 5 minutes en leur disant « Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce trombone ?» Et en 5 minutes, les enfants de 6 ans avaient sorti en moyenne une quinzaine d'items différents. On peut faire des boucles d'oreilles, on peut accrocher des boules dans le sapin, ainsi de suite. Alors, chose horrible, c'est qu'ils ont repris les mêmes enfants 10 ans après, quand ils étaient ados, les mêmes enfants, ont fait exactement le même test, et le nombre de réponses avait été divisé par 2. L'école avait fait son travail. Pensée divergente. Deuxième qualité étudiée, flexibilité mentale. Donc on est en plein dans le sujet, puisque la flexibilité mentale consiste à changer son regard, à changer d'optique, pouvoir lâcher une perception initiale et s'ouvrir à d'autres manières de voir les choses. Qualité extrêmement importante en créativité. La troisième qualité étudiée est la faculté analogique, ou la capacité analogique, c'est-à-dire la capacité à faire des comparaisons entre des choses qui, a priori, ne sont pas du tout dans le même domaine. Donc ce n'est pas une comparaison logique, c'est une comparaison analogique. C'est ce qu'on appelle le benchmark en entreprise aujourd'hui. Le vrai benchmark, pas la veille concurrence où on va piquer une bonne pratique à un concurrent pour l'adapter chez soi, mais plutôt où on va chercher une bonne pratique dans un autre secteur qui n'a rien à voir, et on ramène ce principe dans son business, et il faut encore travailler, l'adapter pour pouvoir le faire fonctionner sur ces sujets. Quatrième qualité, la pensée convergente. Le processus de créativité est une alternance de phases d'ouverture divergente et de phases de fermeture convergente. Donc ça concerne l'esprit de synthèse, la capacité à évaluer, sélectionner, trier l'information pour en retenir ce qui est pertinent. Cinquième qualité, la capacité à associer. Par définition, la pensée est associative. Ici, ce qui est souligné, c'est ce que Arthur Koestler appelle la dissociation, c'est-à-dire la capacité à rapprocher des éléments ou des ensembles d'éléments qui ne sont pas communément associés. Ces 5 premières qualités sont dites cognitives. Elles font appel à ce qui est du domaine de la connaissance. Il existe 5 autres qualités qui ont été étudiées, dites connatives, donc plus liées à la personnalité. La première de celles-ci est la tolérance à l'ambiguïté. Ils se sont aperçus en étudiant les chercheurs que ceci pouvait fonctionner dans l'incertitude, pouvait travailler sans avoir toutes les informations, même en ayant des informations contradictoires. Ils ont baptisé donc cette qualité tolérance à l'ambiguïté, et c'est vrai que c'est une qualité très utile dans le monde d'aujourd'hui où tout n'est pas forcément très clair. Propension à oser, deuxième qualité connative, l'audace, la prise de risque, évidemment essentielle en créativité. Il faut prendre des risques en innovation. Si on ne prend pas de risque, on n'innove pas. Il faut être aussi à l'aise avec cette notion d'échec ou d'erreur. Pensée intuitive aussi, qui est étudiée aujourd'hui dans les laboratoires de recherche. On sait aujourd'hui qu'on reçoit des informations autrement que par nos 5 sens, on l'appelle le 6e sens, l'intuition. On ne sait pas trop encore comment ça marche, mais on prouve que ça fonctionne. Capacité d'ouverture, la curiosité, qui n'est pas un vilain défaut, donc l'antidogmatisme, l'ouverture aux expériences nouvelles, puisque ce sont des informations que l'on va mélanger dans notre cerveau, plus on en fait rentrer, plus il y aura matière à faire des mix. Et enfin, motivation à créer, une dimension très importante dans la créativité, 2 moteurs pour la motivation, le devoir ou l'envie, le besoin ou l'envie. Ça marche mieux avec l'envie généralement. Voilà les 10 qualités étudiées donc par ce test du Creative Profiler, appelé aussi le QI de la créativité. Et donc ça donne lieu à des radars, des regroupements de mapping en fonction des profils pour pouvoir constituer des équipes de travail les plus complètes possibles, réunissant l'ensemble de ces qualités. Je vais terminer ma courte intervention avec un petit parallèle sur les processus de pensée entre la pensée logique et la pensée créative. Sur la pensée logique, on part d'un problème et tout de suite, on va chercher une solution. On est formaté comme ça. Pour le processus de pensée créative, c'est un petit peu plus indirect, on va dire.
puisqu'on part du même problème, bien sûr, et on ne va pas chercher de solution dans un premier temps, on ne va même pas chercher d'idées, on va d'abord se poser des questions sur la question pour essayer d'élargir sa perception de la problématique, sachant que la formulation d'un problème, c'est juste une manière de voir une situation qui est évidemment beaucoup plus complexe. Et donc, il y a une première phase dans le processus de créativité que l'on appelle clarification ou découverte de la problématique, où on va essayer de mieux comprendre la complexité de la situation pour ensuite choisir un angle d'attaque et démarrer une recherche. La deuxième phase du processus de créativité, c'est la phase d'imprégnation créative, où on va aller faire des détours par l'imaginaire, chercher de nouvelles sources d'information, d'inspiration, d'imagination, et à partir de ces sources d'inspiration, on va produire des idées. Beaucoup d'idées. C'est la phase de brainstorming. À partir de toutes ces idées, on va ensuite attaquer la dernière phase, qui consiste à finaliser, évaluer ces idées et construire des solutions. J'aimerais terminer cette courte intervention avec cette jolie phrase de Marcel Proust, un autre auteur admirable. Le seul et unique voyage, c'est de changer de regard. Je vous remercie.